Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle mission SCP qui va coller plus à votre spécialisation, donc l'unité Xeros en elle-même. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça un petit peu plus tard. Donc ce SCP, je vous demanderai la plus grande prudence puisqu'il est extrêmement dangereux. Et non, je ne fais pas tout simplement un concours de dangerosité entre le SCP, entre l'unité USTM et l'unité Xeros. C'est totalement faux. Ou au pire, vous croyez ce que vous voulez, de toute façon, ça peut être vrai. C'est tout simplement que ce SCP est extrêmement dangereux à la seule et unique condition que vous ne respectiez pas les règles. Voilà, c'est un petit peu comme une arme à feu. Si jamais vous ne respectez pas les règles élémentaires de sécurité, vous risquez de blesser ou tuer quelqu'un. Donc, on va parler aujourd'hui de SCP-015. C'est un SCP de classe Euclide et de niveau de menace Orange, dont les procédures de confinement spécial sont les suivantes. SCP-015 est impossible à déplacer et est contenu sur le site. Un écart d'au moins 2 mètres, 6 pieds, 6 FT, doit être maintenu à tout moment autour de l'ensemble de la structure contenant SCP-015 et aucune structure de quelque nature que ce soit n'est à mettre en contact avec SCP-015 dans sa structure de confinement actuelle. L'exploration est permise, mais seulement par équipe de 3 avec des lignes de sécurité complètes et le suivi GPS. Les saillies de SCP-015 doivent être plafonnées et scellées immédiatement et le nouveau site enregistré est connecté. Aucune action agressive ne doit être entreprise à l'intérieur de SCP-015. Les outils manuels ou électriques ne sont pas autorisés n'importe où dans SCP-015. Les réparations ou l'entretien ne doivent pas être effectués n'importe où sur SCP-015. Voilà, vous commencez un petit peu à cerner le SCP ? Ouais. Alors, qu'est-ce que ce fameux SCP ? Eh bien, c'est une masse de tuyaux, d'évents, de chaudières et autres divers appareils de plomberie qui remplissent un entrepôt en... Les tuyaux semblent croître lorsqu'ils ne sont pas observés et tentent de se connecter à des structures proches par l'intermédiaire des réseaux d'égouts et de plomberie souterraine. SCP-015 contient, à l'estimation actuelle, plus de 120 miles, ce qui fait 194 km, de canalisation de diamètre allant de 2,5 cm à plus de 1 mètre. Certains tuyaux semblent être nouveaux, tandis que d'autres sont rouillés et fuient. Les tuyaux ont été signalés comme étant en os, en bois, en acier, en cendres pressées, en chair humaine, en verre et en granit. Aucun tuyau composé de plomb, de plastique PVC, de cuivre ou tout autre matériau traditionnel pour la production de tubes n'a été trouvé. SCP-015 réagit aux outils et aux agressions et vous verrez plus tard ce qu'il en coûte de faire des travaux et des agressions, d'agresser ce SCP, puisque je vous le lirai, il y a une équipe qui a été envoyée dans le SCP et qu'ils ont fait certaines choses qui l'a mis en colère, entre grosses guillemets. Tout membre du personnel agissant violemment, transportant des outils ou tentant d'endommager ou de réparer SCP-015 de n'importe quelle manière va déclencher une réaction. Tous les tuyaux près du sujet vont éclater. La pulvérisation sur le sujet durera pendant plusieurs secondes avant que l'écoulement ne s'arrête brusquement. Il a été signalé que des tuyaux contenaient de l'huile, du mercure, des rats, une espèce d'insecte non identifié à ce jour, du verre dépoli, de l'eau de mer, des entrailles et du verre fondu. Les tuyaux continueront à éclater autour du sujet jusqu'à la mort ou la retraite de celui-ci. SCP-015 a été ramené à sa structure actuelle après avoir été fixé à 11 autres structures dans la zone. Actuellement, 11 membres du personnel ont été tués et 20 autres sont toujours portés disparus. Des rapports font mention de coups et de cris venant de l'intérieur de SCP-015. Voilà, voici votre mission, je vous en parle brillamment, c'est une exploration, je vous en dis plus à la fin de ce briefing. En attendant, je vais vous lire tout simplement le rapport. Alors ce rapport a été écrit pour la récupération d'un MRV, donc d'un véhicule mobile qui servait un petit peu à voir l'intérieur de SCP. Et donc, ça relate les événements qui se sont passés avec ces agents. C'était stupide. C'était une idée stupide, imaginée par des gens stupides dans leur bureau stupide et très sécurisé. L'agent 2 regarda lentement autour de lui, laissant la lumière de sa lampe torche balayer les murs, étant l'un des seuls objets que les agents avaient le droit d'emporter dans SCP-015. Les agents 6 et Lon se tenaient juste derrière lui, balayant également les murs avec la lumière de leur torche. Le bavardage et les plaisanteries avaient cessé il y a une trentaine de secondes, chaque agent réalisant l'un après l'autre que cette mission n'était pas une partie de plaisir. Rentrer, trouver l'unité d'observation, extraire les données et récupérer l'unité.
Ils avaient ri, Lon demandant s'ils devaient trouver la casquette de Mario, maintenant qu'ils étaient plombiers. Oh bordel, il était pire que moi celui-là. Toutefois, à présent, en voyant le tunnel sombre et étroit s'étirer devant eux, la seule blague était leur présence dans cet endroit lugubre. Deux s'avança avec lenteur, sa lumière fixant le sol. Un parterre dur de tuyaux, plus ou moins au même niveau, quelques petits tubes dépassés ici et là, serpentant tels des racines, ou remontant du sol, comme un pilier. Les murs, le plafond, chaque petit centimètre de la structure originelle était recouvert de tuyaux. Un chercheur qui avait conduit les agents à la porte principale leur avait dit qu'il ne restait plus grand-chose de la vieille bâtisse, excepté le revêtement extérieur. L'agent 2 repoussa tout ce train de pensée, suivant ostensiblement le parcours précartographié qu'ils avaient dû mémoriser, esquivant un pilier de cheveux étroitement noué, dont la surface lustrée fumait encore. 6 traînaient à l'arrière, gardant un œil derrière eux, mais aussi sur 2 et Lon. Des gamins nerveux. Lon sursautait à chaque petit bruit, et 2 avaient l'air d'être prêts à prendre ses jambes à son cou à la vue d'une simple souris. Des gamins. Il renifla dans l'obscurité, jouant de sa lampe. Il pouvait sentir la chaleur, l'eau usée des cloaques, et Dieu sait quoi d'autre. Ils avaient besoin d'une fermeté militaire pour les guider, mais 6 n'allaient certainement pas s'affoler pour des adultes qui bondiraient à la vue de leur propre ombre. Ils allaient finir ce boulot et dégager de cet endroit. Ces conneries SCP de merde pouvaient aller en enfer. Elles n'étaient qu'une couverture de sécurité pour et les intellos et les chiffres molles. Semi-sapiens, mon cul, ils veulent juste que personne ne touche à leur monstruosité chérie. 6 voulait sortir de ce cauchemar dégoulinant. Il allait finir cette mission avec ou sans ses camarades. Lon contourna une épaisse masse épineuse de tuyaux couverte de ronces, en essayant de ne pas pleurnicher. Elle se collait à 2, tout en restant légèrement sur ses pieds, afin de ne pas marcher sur quoi que ce soit d'indésirable. Elle ne voulait pas ressembler à la petite fille faible, mais elle était très claustrophobe. Et cet endroit lui évoquait des artères humaines se refermant lentement sur elle. Lon secoua la tête avec force, se séparant de ses pensées néfastes. Elle était technicienne, et 2 et 6 étaient sa sécurité. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était rester auprès d'eux, tirer les cartes de données du MRV et puis partir. C'était dur pour elle de ne pas jeter un coup d'œil en direction des portes verrouillées loin derrière eux. Juste quelques tours sur le MRV, un peu de travail et ils se barraient. Dedans, puis dehors, super simple. Elle ignora un tuyau de chair palpitant mollement près de son bras avec une concentration presque physique. Ils trouvèrent le MRV, après ce qui parut être une longueur de marche. C'était difficile de garder ses repères. La croissance effrénée des tuyaux avait réduit certains endroits à de minuscules galeries, et en rabaissé d'autres à des labyrinthes minuscules et aléatoires. 6 avait failli finir coincé 2 fois et semblait prêt à assassiner Lon quand elle a fait une remarque le comparant à Winnie l'ourson. Au moins, Lon s'était remise à parler, mais c'était un faible murmure comparé à ce silence caractéristique des cimetières. 2 essayaient continuellement de suivre les instructions, mais même seulement une semaine après leur création, elles ne représentaient à peine plus que des recommandations. Lorsqu'ils trouvèrent enfin le MRV, ce fut un bref moment de soulagement. Ils étaient au moins arrivés à la moitié du voyage, puis l'observèrent dans la lumière. Le MRV était empalé, en l'absence de meilleurs termes, enfoncé contre un tuyau fabriqué dans une espèce de textile épais, un tissu noir, lisse, qui s'était parfaitement enfoncé dans la lentille du véhicule d'observation. Il n'avait pas été détruit ou endommagé, il s'était juste connecté, comme s'il avait été fait pour ça. Le petit robot chenillé a été soulevé d'une trentaine de centimètres par le tuyau noir, et d'autres tuyaux, plus petits, avaient vraisemblablement commencé à s'insérer dans d'autres orifices ouverts du véhicule. Et cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Il était coincé là, les roues tournaient paisiblement alors que la batterie se vidait, comme un insecte sur un nid d'aiguille. Un liquide translucide à l'odeur nauséabonde coulait doucement du boîtier de la caméra. Bon! La voix de 2 résonna dans le noir, un monument dédié au bavardage inutile. Ils se tinrent là pendant un moment, puis Lon, méthodiquement, commença à examiner le MRV. 6 regardait autour de lui avec une nervosité grandissante et commença à murmurer faiblement. Lon étendit son bras pour attraper les cartes de données avant de s'arrêter d'un coup, en se tournant vers 2. 2. Vu ce qui a poussé dans le MRV, tu penses que ça compte? Ça compte? Qu'est-ce que tu veux dire? 2 gardait sa lumière sur Lon et la machine et tressaillit lorsque de la vapeur siffla dans son dos. Je veux dire endommager 0,15. Si on retire les cartes, tu penses que ça va réagir? 2 promena son regard lentement, passant sa lumière sur le sol, un énorme tuyau aussi large qu'une voiture fait de peluche compactée. D'un coup, j'ai pas l'impression que c'est une bonne... Oh, fermez vos gueules! Les 2 agents se tournèrent vers 6. Il s'était avancé en direction du MRV en étirant ses doigts et en enfonçant l'une de ses mains dans son manteau. Sa sénestre fraîchement échauffée repoussa Lon avec violence. « Dégage! Réagis, bordel de merde! Ils disent ces trucs pour te faire flipper et te tenir à l'écart de leurs jouets. C'est que des tuyaux bizarres! C'est tout! Point!
Peut-être que ça pousse ou quoi, mais c'est putain de sûr que ça va pas être offensé par des gens. J'attrape ce truc de merde, puis on se casse. Pendant qu'il parlait, il s'avança et ouvrit le cache du port de données. Le liquide translucide répugnant avait créé une petite mare à l'intérieur. Les deux autres agents se figèrent, le fixant avec stupeur pendant un instant. Et la structure, les entourant, semblait observer aussi. Les sifflements de vapeur ventilés, les glissements de matériaux et les bruits métalliques légers s'étaient arrêtés. Le cœur de Lon tambourinait dans ses oreilles. 2 s'avança tendant sa main vers 6. Mais merde 6, qu'est-ce que tu... 6 l'ignora et retira les fines cartes de données. Elles étaient couvertes d'eau ancienne et dégoûtante, mais elles étaient fabriquées pour y résister. Puis, il les mit dans sa poche, il tâtonna le bord de la caméra en déplaçant un peu le MRV, essayant de le retirer des tuyaux pendant que 2 et Lon reculaient craintivement et que le silence écrasant se refermait sur eux. 6 abandonna, repoussant le MRV complètement perdu et tourna sa lumière en direction des 2 agents blêmes. Putain de gosse, je sais pas comment vous survivez. Le tuyau sous ses pieds s'ouvrit avec le doux son d'un feutre se déchirant. 2 et Lon ne purent même pas réagir avant qu'il ne s'enfonce jusqu'aux aisselles dans un trou qui grandissait et qui se mette à hurler de toute son âme. La lampe torche de 6 roula sur le côté alors que les 2 autres agents, galvanisés par les cris pitoyables du grand homme, coururent l'aider. Une lumière et une chaleur éclatante rayonnaient en dessous de 6, tandis que les 2 agents attrapèrent ses bras et baissèrent les yeux. Il était enfoncé dans du verre fondu, bouillant et épais. Ses habits avaient déjà commencé à brûler et à se consumer, et les effluves puantes de chair grillée étaient presque plus puissants que ses cris désespérés. Le duo tirait et sortit la moitié d'un homme. Une masse de chair et de tissu carbonisé remplaçant le bas de son corps. Ils haletèrent, essayant de le traîner. Lon commençait à crier avec 6 et les yeux de 2 restaient fixés sur le vide. Il y avait une horrible amplification de sons montant tout autour d'eux. Des cliquetis, des craquements, des sifflements. Un tuyau à leur droite s'élargit de manière alarmante, les faisant presque tomber. Ils se ressaisirent alors qu'un tuyau en bois éclatait au-dessus de leur tête, faisant pleuvoir des échardes et de la poussière claire et urticante. 2 et Lon se tournèrent avec des toux et des hauts le cœur, 2 vomissant un amas soudain de sang. Du verre, c'était du verre en poudre. Il s'en déversa sur 6, étouffant ses cris. Il se tortilla un instant, tentant en vain de se dégager, puis cessa de bouger. Le verre ensevelissant rapidement son corps et s'accumulant sur son cadavre. Lon cligna des yeux et se tourna vers 2, les pupilles rouges et enflées. Ils hochèrent de la tête ensemble et fuirent dans le corridor, essayant d'ignorer la cacophonie grandissante qui rappelait un métro s'approchant rapidement. Une masse de produits visqueux à l'odeur infecte bouillait dans leur dos. Une vague surprise d'épines de rose coupa presque leur chemin, les forçant à ramper à côté d'un tuyau d'os qui frissonnait comme un vieillard dans le froid. Ils fuirent en essayant de devancer la chose derrière. Ils entendaient des explosions et des craquements secs tout autour d'eux. Ils arrivèrent finalement à un petit passage obscurci d'à peine 1 mètre de large, qui était le seul chemin vers la sortie. 2 plongea à l'intérieur, rampant près du sol, se persuadant de continuer à serpenter vers l'avant, en sachant que le passage mesurait à peine 5 mètres. Facile, ce serait traversé en un rien de temps. Lon hésita. Le trou béant lui évoquait une bouche sombre, avant qu'un sifflement de vapeur ne le pousse à l'intérieur avec un cri. Elle pleurait alors qu'elle rampait en appelant 2. 2 ignora les vibrations s'amplifiant autour de lui. Le tuyau grinçant au-dessus de sa tête, il s'extirpa de l'ouverture, se retourna et ne vit rien. Pas de Lon. Pas d'explosion soudaine, juste un trou vide. Il fit un tour sur lui-même, les mains spasmodiques, réfléchissant, puis glissa à nouveau dans le trou, en essayant de trouver Lon et de l'en tirer physiquement. Il pouvait l'entendre, étouffé par les murs de tuyaux qui les retenaient loin l'un de l'autre. Certainement derrière le coin suivant, et sa torche révéla un mur solide constitué de 3 tuyaux blancs écaillés. C'était là! Il en était sûr, le tunnel était juste là. Puis le son du cri pathétique derrière les tuyaux blancs augmenta. Lon qui le suppliait, qui le priait, l'implorait de l'aider. 2 se figea, les yeux écartés avant d'abattre sa torche sur le tuyau. Il éclata, envoyant une substance immonde, épaisse et corrosive sur sa main, le faisant se rétracter du passage, hurlant alors que sa peau se faisait ronger. Il se dressa devant l'ouverture, tenant sa main croulante aussi loin que possible, se forçant à ne pas regarder l'os qui s'exposait. « Oh, oh, putain, Lon ! Oh, oh, putain, Lon, Lon !» Désolé, je vais trouver de l'aide, trouver quelqu'un, je te le jure. Reste là. Il sprinta dans le couloir, la lumière de sa torche semblant s'atténuer à mesure que le son s'intensifiait. Lon haleta, implorant 2 en entendant la frappe soudaine de l'autre côté du tuyau, et son hurlement de retraite. Elle sanglota, son corps entier se convulsant. Puis elle commença à revenir sur ses pas, rampant sur le ventre, pleurant en murmurant une prière à demi oubliée. Lorsque ses pieds rencontrèrent un mur de tuyaux solides, elle ne put s'empêcher de pousser un autre cri. Elle était coincée dans un espace à peine plus grand qu'un cercueil. Impuissante, elle sanglota à nouveau, le visage à plat contre les tuyaux doux et chauds. Elle remarqua le silence. À part ses cris, il n'y avait plus rien. Plus de cliquetis, de craquements ou d'explosions. Plus rien. Elle releva la tête dans l'obscurité à peine illuminée, observant ses alentours. Elle était vivante, ça se calmait. 2 viendrait la chercher,
elle sortirait d'ici. Elle affronta sa claustrophobie croissante en suivant les murs du regard, puis aperçut une irrégularité dans le plafond, et pivota pour la voir d'un meilleur angle. Elle se contorsionna et ne trouva que l'embouchure d'un tube. Lon s'affala, fermant les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Elle pensa que les premières gouttes coulantes n'étaient pas ses propres larmes, jusqu'à ce que l'une d'elles tombe sur ses lèvres. Le goût était sucré. Elle était sucrée. Lon ouvrit les yeux, elle vit un amas épais et tremblant de fluide couleur ombre se déverser du tuyau, les couvrant, elle et le sol. Elle toussa, se tourna. C'était du miel. Du miel ou quelque chose s'en approchant. Au moins, ce n'était pas du plomb en fusion ou de l'acide. Puis, le niveau du liquide commença à augmenter. Ça ne serait pas évacué. Les tuyaux étaient beaucoup trop serrés. Elle dévisagea sa prison minuscule avec une peur grandissante, plus vite que le niveau de nectar qui l'engloutissait. Lon frappa les murs, le sol, le plafond avec violence, et tenta en vain de bloquer le tube avec ses mains, sans se soucier d'énerver la chose encore plus, alors que le miel grimpait, d'un sucré aussi écœurant qu'un amour de jeunesse. Sa dernière inspiration haletante était douce et remplie de miel et de cris. Deux courut désormais complètement perdu, la lumière de sa lampe diminuait en intensité à mesure que le temps passait. Mais avec le son des tuyaux craquants et éclatants qui commençaient enfin à s'éloigner, peut-être que c'était enfin fini. 15 était autoprotecteur, mais ne semblait pas vengeur. Des gens s'étaient fait mal avant lui, et s'en étaient sortis. Des gens, des choses arrivaient. Il trouvait une façon de s'en tirer. Il trouverait une façon de tirer Lon de là aussi. Elle est même peut-être déjà sortie. Peut-être qu'elle a trouvé un autre moyen de contourner l'obstruction. Oui, certainement. Elle s'était déjà tirée de cet endroit stupide. C'était dommage pour Sis. Mais pourquoi ce fou avait-il ouvert la boîte? Quel démon l'avait possédé? Il se remuait encore les méninges quand il trébucha sur un tuyau inaperçu dans l'obscurité autour de ses pieds. Il s'écroula en avant, émettant un couinement à mi-chemin entre la surprise et la peur alors qu'il s'affalait. Du moins, il aurait dû s'affaler. Mais il tomba au-delà du sol, dans l'immense embouchure béante d'un puits. Un tuyau ouvert, dont les bords lisses et humides plongeaient d'un angle brut. Il hurla, essayant d'attraper quelque chose pour se ralentir, ou mieux, s'arrêter. Mais les murs étaient suintants et épais, et il gagnait en vitesse. Sa lampe affaiblie montrait un tunnel apparemment sans fin qui s'étirait sous ses pieds. Il glissa et glissa, une écume puante et abondante lui collant aux habits et à la peau. Le tube se tournait, le jetant contre un mur alors qu'il tentait de le suivre, sa lampe commençant à défaillir et à s'épuiser. La panique le frappa comme un coup de poing. Deux attrapa la lampe et tenta de la garder en vie, la suppliant, dévisageant l'ampoule alors qu'elle faiblissait de plus en plus. Elle bondit en intensité, puis céda. Et l'obscurité voila ses yeux comme un tissu. L'agent glissa de plus en plus vite, criant jusqu'à ce que sa voix se brise, criant jusqu'à ce que sa gorge en saigne, cria même après avoir largement dépassé les frontières physiques de cette toile emmêlée de tuyaux. Lorsque des jours plus tard, sa peau commença à tomber en lambeaux, ce fut presque bienvenu. Voilà, ça jette un froid, hein. Alors, tout ce rapport-là a bien évidemment été récupéré sur les caméras personnelles qu'ils portaient. Hein, voilà, ils portaient tous des micros et des caméras personnelles. Donc on a pu voir un petit peu le déroulé de ce qui s'est passé. Alors là, vous allez vous poser deux questions. La première peut-être, qu'est-ce qui est arrivé à ces agents? Est-ce qu'ils ont été retrouvés, etc. Sachez que quand ce rapport a été rédigé, l'agent 2, 6 et Lon ont bien évidemment été retrouvés, puisque sinon ils n'auraient pas pu être rédigés. Et ils ont été retrouvés par la FIM Delta-3, les dragons, au moment où j'y étais. Voilà. Donc ce qui m'amène à la seconde question, tout simplement que oui, ce SCP va nécessiter de la réflexion, il va nécessiter un esprit stratégique et surtout un sens de l'orientation assez poussé, puisque vous l'avez vu, vous ne pouvez pas emporter de GPS tout simplement, vous pouvez juste mémoriser un trajet. Voilà. En ce qui concerne le MRV 889-236, on ne l'a pas récupéré. Par contre, quand on a récupéré les 3 agents, et c'était pas beau à voir, croyez-moi, eh bien, on a pu récupérer les cartes de données du MRV, donc on a pu quand même avoir certaines informations. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, votre mission va consister à explorer SCP-015 par groupe de 3 et pendant la journée. Ne vous amusez pas à y aller pendant la nuit, puisque bon, ça change rien, puisque de toute façon, à l'intérieur, il fait noir. Mais voilà, préférez quand même un roulement, histoire de pouvoir vous reposer tranquillement la nuit, bien comme il faut, et d'explorer la journée. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous connaissez le labyrinthe, hein, le film Le Labyrinthe, c'est un petit peu le même principe. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Surtout, vous préparez. Vraiment, ce SCP nécessite une préparation quand même assez importante. Et si vous faites la moindre bêtise, eh bien, vous y passez. La seule chose qu'il faut garder absolument en tête, c'est de ne pas faire d'agression, quelle qu'elle soit, contre SCP-015. Lui ne vous fera rien si vous ne l'attaquez pas. Voilà, tout simplement. Donc, je vous envoie tous en mission, tous les Xeros. Cependant,
Avant de vous laisser partir en mission, je tenais à revenir sur un événement majeur qui s'est passé pour la Fondation et pour l'unité Xeros. Vous êtes au courant, il s'agit de la mort de la recrue Gwendal. Alors comme je l'ai dit, quand vous êtes rentré au sein de la Fondation sur les premières missions, ce n'est pas le premier et ça ne sera pas le dernier. Vous faites un métier dangereux, mortel, gardez ça à l'esprit. Voilà. Je tenais également à signaler qu'il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce qu'à la fin de sa vie, il a fait des choses discutables, qu'il a rejeté la direction, la hiérarchie, etc. et qu'il a fait des actions dangereuses, qu'il faut se focaliser sur ça. Dans l'ensemble de sa vie, il a toujours été une très très bonne recrue, même si jamais il faisait certaines actions qui étaient plus ou moins discutables. Mais voilà, je vous demanderai de ne pas vous fier à ce qui s'est passé à la fin, puisqu'il avait un problème psychologique et il s'était mis en tête qu'il devait absolument confiner un SCP qui n'existe pas. Après vérification, ce SCP n'existe pas, sauf dans sa tête, dans son esprit malade. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc Gwendal, si tu m'écoutes, repose en paix. Sur ce, je vous laisse vous préparer. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à très bientôt pour le débriefing, j'espère.